Alors, la parole est à Madame Aurélie Trouvé pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Merci beaucoup. Bien. Stabilité, responsabilité. Le gouvernement de M. Bayrou n'a que ces mots à la bouche pour justifier son budget injustifiable. Responsabilité. En effet, si votre budget passe, Monsieur le Premier ministre, vous serez responsable. Vous serez responsable du budget le plus austéritaire du XXIe siècle, de la plus forte baisse de dépenses publiques que la France ait jamais connue en 25 ans. Une baisse de 23 milliards d'euros, pire que celle prévue dans le budget de M. Barnier. Vous serez responsable de la plus forte injustice, car vous serez responsable d'appauvrir les gens, et particulièrement ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Vous serez responsable d'augmenter les taxes sur l'électricité. 11 millions de ménages, des centaines de milliers d'entreprises qui verront leurs factures s'envoler. Vous serez responsable d'augmenter les taxes sur les petits entrepreneurs, 250 000 artisans, commerçants, indépendants frappés. Vous serez responsable de ruiner un peu plus les entreprises du bâtiment en amputant le budget de la rénovation thermique des logements. Vous serez responsable d'une chute historique. 1,5 milliard de moyens en moins pour la recherche publique, pour les universités, pour l'enseignement supérieur, soit l'assurance d'un décrochage technologique et scientifique majeur du pays. Vous serez responsable des dizaines de milliers de gens qui perdront leur emploi dans le sport ou la culture, car là aussi vous taillez dans les budgets. Vous serez responsable d'une France complètement à la traîne face aux défis écologiques. Et vous serez responsable d'une asphyxie budgétaire des communes, des départements, des régions qui se voient privés de 2,2 milliards d'euros. Mais vous êtes déjà responsable d'un sabotage de la loi spéciale votée en décembre. Car oui, il y a un budget. C'est celui de la loi spéciale qui permet de poursuivre les dépenses engagées. Pourquoi semer le doute et l'inquiétude dans les administrations par vos circulaires de décembre? Pourquoi priver sciemment les associations de subventions, les jeunes de services publics, civiques ou de passe culture? Si ce n'est pour semer la peur et imposer coûte que coûte votre budget. La stabilité. Voilà au nom de quoi se ferait le sauvetage du budget. Mais la seule stabilité qu'offre ce budget, c'est la stabilité dans l'erreur et la dépression. La seule stabilité qu'offre ce budget, en fait, elle est pour les milliardaires, les grands actionnaires que vous refusez de faire contribuer alors qu'ils sont les seuls à avoir profité des 7 ans de la présidence de M. Macron. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Direction générale des finances publiques dans son dernier rapport. En refusant de faire payer aux ultra-riches leur juste part d'impôt, Monsieur le Premier ministre, vous faites pire que M. Barnier et vous privez encore l'État de 6 milliards de recettes supplémentaires. Vous n'augmentez pas la flat tax, ni la taxe GAFAM, ni la taxe sur les rachats d'actions, ni la taxe sur les transactions financières. Et surtout, ce sera la certitude d'un naufrage économique. Déjà, record de défaillance d'entreprises, envolée du chômage, baisse de l'investissement productif, chers collègues, chute de la productivité du travail, stagnation de la croissance, effondrement de l'industrie, submersion de plans de licenciement, envolée de l'épargne des ménages. Vous savez combien ça atteint? Un triste record, 18%. C'est dire que votre politique et celle de M. Macron
sème l'inquiétude partout et paralyse l'activité économique. Votre budget, en fait, c'est la stabilité d'un cercle vicieux pour l'économie réelle. Il nous coince en fait comme des hamsters dans la roue néolibérale de M. Macron. Baisse du pouvoir d'achat des gens, baisse des investissements publics et donc, évidemment, chute des carnets de commandes pour les entreprises, chute de l'activité économique, chute de l'emploi et à nouveau baisse du pouvoir d'achat, etc. Et dans cette roue infernale, eh bien, évidemment, il y a de moins en moins de rentrées fiscales et une explosion du déficit public. Ce sera donc aussi un nouveau naufrage budgétaire. Votre stabilité, c'est le chaos et la crise. Votre stabilité, c'est le conservatisme, la raideur et l'entêtement. Votre stabilité, c'est la certitude de continuer comme avant alors qu'il faudrait faire tout autrement. Presque 8 ans de politique de M. Macron. En 8 ans, vous avez consumé toutes les forces vives du pays. Libérons le pays de cette roue infernale. Une autre économie est possible. Un autre budget est possible. Planifions une économie au service des besoins. Dans un monde de tensions et d'affrontements, l'État, il doit investir, il doit rassurer. Lançons des investissements publics massifs dans l'éducation, la santé, la bifurcation industrielle, agroécologique, dans les technologies quantiques. Ce seront les catalyseurs de la richesse future. Tout euro investi par l'État et dans les services publics, on le sait bien, dans la rénovation thermique des logements, dans les énergies renouvelables ou dans les transports durables, eh bien, c'est un euro qui peut soutenir les emplois locaux, les TPE, les PME, les ETI locales et construire la société de demain juste, humaniste et en harmonie avec le vivant. Et nous avons pour ça besoin de politiques d'achat public, mais vous les démolissez. Relançons enfin la consommation populaire, celle des travailleurs, celle des étudiants, celle des retraités, par des salaires et des revenus à la hauteur. Ce sont eux qui créent la richesse de ce pays et personne d'autre. Protégeons, relocalisons, bloquons les prix de l'énergie et donnons ainsi de la stabilité aux gens et aux entreprises, comme le font maintenant bien d'autres puissances économiques dans le monde. Mais vous faites tout à l'envers, votre budget démolit, votre budget précipite le naufrage de l'économie française. Ce budget, enfin, est un naufrage de la démocratie. Nous en sommes au 25e 49.3 des gouvernements de M. Macron. Face à un 49.3, tout le monde le sait, il n'y a qu'une seule façon d'exprimer son opposition au budget. Une seule façon d'exprimer son opposition au gouvernement, c'est le vote d'une motion de censure. Et donc, le seul vote responsable pour éviter ce naufrage économique et démocratique, eh bien, c'est maintenant. Merci beaucoup. Je rappelle quand même aux orateurs qu'il est d'usage, lorsque l'on prend la parole dans cet hémicycle et singulièrement à la tribune, de saluer la présidence et le gouvernement. Voilà la prise de parole du chef du gouvernement. On peut partir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et Mesdames et Messieurs les députés, beaucoup d'entre vous se sont succédés à cette tribune pour expliquer que le budget n'était pas ce qu'ils espéraient. Ça tombe bien parce que ça n'est pas non plus ce que nous espérions. Ce budget a une histoire, et cette histoire est l'histoire d'échecs successifs, de difficultés successives, après la censure, après le fait que l'accord n'ait pas pu être établi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, après des efforts multiples du gouvernement, des groupes qui participent, de ceux qui acceptent de dialoguer avec lui,
et même d'information de tous les groupes de notre Assemblée, nous avons un budget imparfait. Et je voudrais dire à ceux qui l'ont remarqué que notre but, notre intention est que ce budget, l'année prochaine, si nous arrivons à remplir les objectifs que nous nous sommes fixés, ce budget ne soit pas le même. Et donc ce budget est une étape d'urgence. Et pourquoi est-il une étape d'urgence? Parce que notre pays ne peut pas vivre sans budget. Tout le monde l'a dit à cette tribune, tout le monde l'a annoncé, observé, et l'a dit, peut-être chacun l'a dit de manière un peu exubérante, de manière violente, avec des cris de soutien et parfois mitigés. Le soutien, tout le monde s'est exprimé. Nous ne pouvions pas, en aucune manière, faire autrement. C'est pourquoi nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix d'agenda en choisissant de repartir du texte qui avait été présenté par le gouvernement de Michel Barnier et examiné par le Sénat. C'était plus difficile, naturellement, mais ça répondait à une exigence, c'est que nous ayons un budget au début du mois de février, alors qu'autrement, il aurait fallu attendre avril. Et qui peut soutenir l'idée que les investisseurs qui ont besoin de lisibilité, que les entreprises qui ont besoin de stabilité, et que les foyers qui ont besoin de retrouver un minimum de cohérence dans l'action publique, qui peut soutenir l'idée que ça aurait été mieux d'attendre 4 mois pour avoir à peu près les mêmes discussions, à peu près les mêmes condamnations, à peu près les mêmes invectives? Non, sûrement pas. Et je proposerais même qu'on travaille avec l'Assemblée. Parce que nous avons à reconstruire ce que quelques-uns d'entre vous ont dit à cette tribune. Nous avons à reconstruire la conception même de notre action publique et de l'allocation des moyens qui sont dévolus à cette action publique. Mission par mission, mission par mission. Si ce budget est adopté comme il est réputé devoir l'être s'il n'y a pas de vote de motion de censure. Si ce budget est adopté, alors nous allons, dès la semaine prochaine, repartir de chacun des départements ministériels en analysant pour chacun d'entre eux si l'action, si les missions qu'il doit conduire sont bien réalisées et si l'argent public qui leur est apporté est bien placé. C'est cela l'action que nous allons entreprendre. C'est nécessaire, difficile, mais il n'y a pas de possibilité de continuer comme nous le faisons depuis des décennies avec une méthode extrêmement simple. Comment faisons-nous le budget? Nous prenons le budget de l'année précédente, nous y affectons plus ou moins un coefficient d'inflation et se succède à cette tribune, que personne ne prenne mal ce que je vais dire parce que je sais que cette culture est répandue. Tous ceux qui viennent à la tribune disent il faut baisser la dépense publique. Tous ceux qui viennent à cette tribune disent vous mettez trop d'impôts. Les foyers sont frappés, les entreprises sont frappées et en même temps, chacun exige qu'on dépense plus pour la préférence dans l'action qui est la sienne. Chacun exige, chacun se plaint de ce que l'augmentation du budget auquel il est attaché a été trop faible. Et dans le même temps qu'on n'ait pas fait le rééquilibrage que l'on attendait. L'un est contradictoire avec l'autre. Je veux simplement dire ceci, et je le dis avec prudence et humilité. On ne peut pas
reprendre la méthode éternelle qui consiste à repartir du budget précédent pour bâtir le budget suivant avec un coefficient d'augmentation des dépenses, des impôts et des taxes. L'immense travail que nous avons à faire est un travail de reconstruction et j'ai confiance, après avoir entendu chacun des orateurs qui mentionnaient ou qui notaient, qui analysaient les faiblesses du budget que nous allons, je crois, ou j'espère, adopter dans les heures qui viennent. J'ai confiance que tout le monde peut participer à cet effort de reconstruction. Le budget que nous allons adopter aujourd'hui, je le crois, est une étape. C'est même le début du commencement du travail que nous avons à faire. Le gouvernement, naturellement, y participera. Mais je voudrais dire un dernier mot. À l'heure même où nous avons ce débat, un peu par moments surréaliste, parfois décalé, l'Ukraine, avec plus de 100 000 morts, s'arc-boute sous les coups de l'armée russe, sous les ordres de Poutine, qui, elle, a eu 200 000 morts. Le 47e président des États-Unis annonce qu'il va annexer le canal de Panama, l'immense Groenland, l'immense Groenland, je rappelle que le Danemark est un État de l'Union européenne et que la question, si cette menace se réalisait, se poserait à tous les États de l'Union européenne de la réaction qui pourrait être la leur face à cette tentative de prise de contrôle. La Chine a passé le cap des 1000 milliards d'excédents commerciaux et tout cela, ce sont des tsunamis qui s'avancent, irrésistibles, en tout cas en face desquels nous demeurons paralysés et nous nous évertuons, nous nous ingénions, nous nous obsédons à rester, à nous enfoncer et à aggraver nos faiblesses et nos divisions. Le gouvernement n'a qu'une ligne, restaurer une puissance publique digne de ce nom, au service d'une nation qui doit retrouver sa solidité, sa solidarité et sa fierté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La discussion est close. Je vais mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 18h05. La séance est suspendue. On écoute le résultat. Alors voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées.